Il y a un véritable problème d'insolvabilité chez beaucoup de casseurs. Et ça, on n'est pas langue de bois sur Europe 1. On le dit, Gabriel Cluzel. C'est vrai que l'adage qui disait, je crois que c'était Gabriel Attal qui le disait, si on peut allumer votre micro, hein, Gabriel Cluzel, voilà, merci beaucoup. Gabriel Attal le disait... Qui casse, paye. Voilà, oui, tu casses, tu payes. Voilà. Non, mais bon, tu répares, tu voles, tu paies. Bon, ces adages ne se vérifient pas du tout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont cassé durant cette nuit du Nouvel An, je serais très étonné qu'ils soient embêtés financièrement. Non, mais pourtant, c'était du bon sens. Alors, en réalité, c'est évidemment resté lettre morte. Vous parliez de la surprime. Oui. C'est une initiative du Sénat. C'est vous qui allez payer, du coup, maintenant. Voilà, c'est vous aussi. Hein, c'est le contribuable, voilà. C'est Nicolas, c'est tout ce que l'on veut. C'est un impôt, finalement, incurie de l'État, disons-le. C'est-à-dire que comme on n'est pas capable de réprimer ces émeutes, il faut mettre la main au portefeuille. Mais la question de l'insolvabilité, elle est très forte et elle interroge, parce que on dit que ces gens-là sont insolvables, ils ont quand même des aides sociales. Et puis sans vouloir stigmatiser, il y a également une économie informelle dans certains quartiers qui passe sous les radars du fisc. Voilà, évidemment. Et nous le savons, mais nous parlions pendant la pause, je peux peut-être l'évoquer. Oui. C'est vrai que moi, j'ai éprouvé personnellement, j'ai pu comprendre personnellement ce qui se passait, puisque j'ai été menacée de mort, d'être tuée, brûlée. Il y avait mes enfants, enfin, c'était quand même assez... Dans un supermarché, ça m'a un peu marqué. L'individu qui était récidiviste, je sais pas, récidiviste quand on fait la même chose. Lui, il était réitérant, je sais pas comment on dit ça. Voilà, en tout cas, repris de justice. Voilà. C'est ça. A été condamné, mais en réalité, on m'a expliqué qu'il n'était pas solvable, qu'on n'arrivait pas à le trouver chez lui. C'était moi qui devais fournir les frais pour un huissier de justice pour qu'il lui signifie sa condamnation. Vous deviez avancer. Exactement. Alors, l'huissier de justice me disait, j'ai une obligation de moyens, pas de résultat. Alors, je sais pas, il y a peut-être des huissiers de justice qui diront le contraire, mais en tout cas, c'est ce qui m'a été opposé. Donc, on peut donc il ne le trouvait pas, donc j'avais payé pour rien, etc. Donc il était insolvable. À la fin, alors à la toute fin, on m'a dit vous aurez droit à, et ça a été le cas, à l'indemnisation, au fonds d'indemnisation des victimes. Donc là encore, c'est Nicolas qui paie. Il y a un fonds d'indemnisation en France qui est abondé par le contribuable. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas une ligne dans le budget de l'État. C'est prélevé sur les assurances, notamment des biens. Oui, mais enfin, toujours est-il que c'est pas... Indirectement, ça revient au même. C'est quand même le même résultat et c'est pas le coupable qui paye. Et ce qui m'a frappé, on peut encore continuer jusque-là, c'est que ça m'a permis de couvrir mes frais de justice. Voilà. Et là aussi, c'est sans doute une bonne intention, mais vous savez que eux, les personnes, les délinquants, eux, ils ont des avocats commis d'office. Effectivement. Alors c'est bien, on se dit, oui, tout le monde a le droit d'être défendu, ils n'ont pas les moyens d'être défendus, mais in fine, la victime, elle a des frais de justice, et le délinquant n'en a pas. Sans minimiser ce que vous avez vécu, certainement pas, Gabriel Cluzel, parce que ça devait être un traumatisme. Je suis loin d'être la Française la plus quelqu'un qui victime. Casse une vitrine, quelqu'un qui incendie une voiture, comme c'était le cas à de nombreuses reprises lors du Nouvel An. Il y en a sans doute pour des milliers d'euros, voire des dizaines, des dizaines de milliers d'euros de préjudice, de dégâts. Et là, c'est vrai que va se poser la question de l'insolvabilité à une échelle sans doute encore plus importante que celle que vous nous décriviez à l'instant. Et là, Raphaël Steinville, c'est un véritable problème parce que là, c'est encore plus nous qui payons du coup. Oui, vous avez absolument raison. Mais pour autant, on ne doit pas baisser les bras. C'est-à-dire que si on veut véritablement enrayer cette mécanique infernale de ces violences, de ces violences urbaines, de ces voitures brûlées, il faut à un moment ou un autre qu'il y ait une sanction, une peine, des travaux d'intérêt général. Mais c'est vraiment d'autant plus important que les auteurs sont souvent jeunes. Et si on n'enraye pas tout de suite cette mécanique, c'est Maurice Berger, un pédopsychiatre, qui le décrit très bien. Plutôt que de privilégier des mesures éducatives et de repousser à toujours plus loin la possibilité que ces auteurs de méfaits qu'il y ait récidive, ne récidivent, il faut une sanction. C'est la seule manière de pouvoir arrêter cette spirale qui commence par ça et puis qui termine parfois dans des faits beaucoup plus graves. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 01 80 20 39 21 et parmi ces nombreux appels, il y a celui de Rémi, 28 ans, dans le Poitou-Charentes. Bonjour Rémi.
Bonjour tout le monde. Bonjour Rémi. Pour cette année. Joyeuse année à vous également, Rémi. Alors, bon, vous, le Nouvel An, en fait, et je pense que vous faites référence notamment au mortier d'artifice, vous dites que c'est un concours de celui qui fera le plus grand feu ou qui fera la plus grosse explosion. Un concours, évidemment, encouragé par tout l'écosystème des réseaux sociaux, c'est ça? Ah bah oui, bien sûr, parce qu'autrefois, c'est vrai qu'il y avait on va dire le nombre de voitures brûlées Oui. qui passaient au niveau des journaux nationaux. Mhm. Ils ont arrêté de le faire pour On a éviter arrêté de le ça, faire, mais maintenant, effectivement. voilà, avec les réseaux sociaux, et puis faut pas se le cacher, ils ont tous maintenant avec il y a tout un tas d'applications qui permettent de parler à d'autres personnes à l'autre bout du monde, Mhm. à l'instant T. Alors c'est hyper simple pour eux puis ils vont chacun faire un concours pour savoir qui va brûler la plus grosse voiture, qui va brûler le plus grand nombre de voitures, voire le nombre d'immeubles, d'appartements. Enfin, il y a tout un tas de Mhm. choses qui existent, mais c'est rendu que Enfin, moi, en tout cas, ça m'étonne même plus. Hein, c'est même. Et je comprends les gendarmes qui veulent, les forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas que les gendarmes, mais qui veulent même pas se risquer de faire quoi que ce soit, parce que dans Eh oui. tous les cas, le système est fait que ça va être eux qui vont être mis en cause et non ceux qui ont créé ça. Mhm. Alors, Vous dites, en c'est- fait, l'unique solution, c'est d'appliquer déjà les sanctions. Et ces sanctions, il faut qu'elles soient plus sévères. Hein. Vous le dites, vous, c'est ça votre discours, Ah Rémi? oui, oui, moi je serais d'avis que, comment dire, oui, faut déjà que la justice soit beaucoup plus sévère avec ces gens-là pour éviter de leur donner l'envie de recommencer, quoi. Mhm. Bon. Parce que quand on voit que, sur par exemple la justice donne une peine de 5 ans de prison ferme, ils en font 6 mois, au bout d'un Mhm. moment, c'est des gens que malheureusement ils vont être plus confortables à être dans une cellule avec la télé, une console et une tablette, et puis un téléphone que chez eux, quoi. C'est Alors, même moins dangereux pour eux suivant ce qu'ils font, quoi. effectivement, je ne suis pas sûr que dans ces conditions que vous décrivez, hein, la prison soit très réparatrice. En effet, Rémi, merci infiniment. Comment s'est passé le Nouvel An d'un point de vue sécuritaire pour vous dans le Poitou-Charentes, Rémi? Ça allait à peu près chez vous ou il y a eu quelques Oh petits oui, couacs? oui, alors je sais que moi mes parents ont été à un événement en Charente-Maritime où il y avait à peu près 30 000 personnes, une espèce de défilé, de trucs comme ça. Mhm. Tout s'est très bien passé, ils se sont fait arrêter par les gendarmes, c'est bizarre, ça s'est bien passé. Bah oui, ils se sont arrêtés, ils ont donné leurs papiers, ils ont discuté avec les gendarmes, tout dans la bienveillance et le respect, puis ça s'est bien passé. Bon, et c'était dans le Alors voilà. Poitou-Charentes aussi. Voilà. Si tout le monde faisait comme ça, on éviterait peut-être malheureusement des accidents mortels, mais après... Merci infiniment, Rémi, d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une bonne année au nom de toute l'équipe d'Europe 1. Alors, je suis toujours avec, évidemment, Marilyn Hérault, mais aussi avec Gabriel Cluzel et Raphaël Steinville. Messieurs, dames, j'aimerais que nous évoquions quand même ce qu'il s'est passé ce mardi à Roissy. Cela ressemble à une énième agression antisémite, encore une. Je vais vous rappeler les faits quand même brièvement, et dans un instant, hein, nous aurons l'avocate de la famille, mais je vais juste avant rappeler les faits, ou les faits présumés, hein, pour prendre les précautions d'usage. Une femme, dans un café de l'aéroport, surprend plusieurs personnes, visiblement salariées de cet aéroport. Elle les surprend en train de discuter à une table. Les propos qui sont rapportés par la victime sont les suivants: sioniste de merde, juif de merde. En fait, il dit ça en évoquant des passagers d'un vol en provenance d'Israël. Aussitôt, la victime les interpelle et brandit son smartphone pour les filmer, car évidemment très choquée, hein, par ses propos. Les mises en cause ont donc eu une réaction pour le moins violente et lui ont arraché son téléphone. J'aimerais que nous accueillions, et je ne sais pas si elle est en ligne, ça y est, elle est en ligne, Corinne Serfati-Chetri, avocate de la famille. Bonjour maître. Bonjour. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les faits, même si je l'ai fait brièvement. Que s'est-il passé donc ce mardi et qu'est-ce qui est arrivé à votre cliente et à son fils? Oui, alors en complément de ce que vous avez dit, effectivement, on est dans un dossier extrêmement grave où ma cliente, qui est une jeune femme, mère de famille, citoyenne française, c'est important de le rappeler, et aussi juive, se rend à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour accompagner son fils qui devait voyager. Elle s'installe avant de l'accompagner pour qu'il embarque dans un café, et à côté d'elle, pas juste à côté, mais pas très loin d'elle, pas loin, elle entend un homme qui discute avec deux de ses collègues, vraisemblablement des salariés de l'aéroport puisqu'ils ont l'uniforme qui en atteste, et de manière suffisamment forte pour qu'elle entende, et qu'elle n'était pas la seule à entendre puisqu'il y avait d'autres personnes à côté.
ils se sont mis à prononcer il s'est mis à prononcer à l'égard avec sa collègue des mots d'une extrême violence. Juif 2 aime la suite, sioniste 2, je les déteste, ces sionistes 2 aiment, et vous avez compris la suite. Effectivement. Alors, il y a eu effectivement des violences parce que cela n'a pas été filmé. Je crois qu'on devine que l'un des mis en cause s'empare du téléphone de votre cliente et s'en empare assez violemment. Hein. Vous qualifiez ça de violence, maître Serfaty Chetri ? Alors, il y a eu d'abord effectivement les violences verbales, qui sont constitutives de ce qu'on appelle des injures à caractère antisémite, et ensuite un geste de violence physique, puisqu'effectivement, elle lui a posé la question « Pourquoi vous dites ça? Que vous ont fait les Juifs ?» Il a dit « J'assume ». Donc, elle a sorti son téléphone en disant « Écoutez, monsieur, vous allez assumer aussi en vous filmant ». Et c'est là qu'avec un geste brutal, pour que son téléphone tombe et qu'elle ne puisse pas le filmer, il y a effectivement asséné un coup. Mais ça a été encore suivi, c'est-à-dire que non content d'avoir assumé ses propos, non content de les avoir tenus avec violence, non content d'avoir donné ce coup, il a ensuite continué une altercation verbale extrêmement violente et véhémente face à cette femme qui avait laissé son petit garçon et qui était seule face à lui. Maître Serfaty Chetri, donc je rappelle que vous êtes l'avocat de cette femme qui visiblement et selon toute vraisemblance a été victime de cette agression antisémite. Alors vous avez une plainte a été déposée, vous réclamez quoi aujourd'hui? Et puis alors avant de vous poser cette question, qui sont les mis en cause? Alors sont des salariés de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle? Que sait-on de leur profil en fait? Parce que alors on les a vus, hein, que sait-on de leur profil? Alors moi, les éléments que j'ai, c'est que ce sont des personnes d'origine maghrébine. Et à ce niveau-là, la seule chose que je peux vous dire, mais c'est vraiment conditionnel, l'enquête. Alors la plainte est déjà déposée. Donc il va y avoir des investigations qui vont commencer, qui peuvent d'ailleurs être assez rapides. Je n'ai pas d'éléments encore précis, bien évidemment, sur la certitude quant à leur qualité de salarié, mais en tout cas, ma cliente a vu qu'ils étaient porteurs de badge et d'un uniforme qui laisse à penser qu'ils travaillent à l'aéroport. Bon, alors vous parliez des mises en cause. Il y a, d'après ce que je sens dans vos propos, quand même derrière tout ça, des relents de communautarisme, hein, quand même, hein, derrière cette agression. On est là-dedans. Alors, de communautarisme, je ne sais pas, mais les propos sont d'une clarté évidente. C'est-à-dire que quand il emploie le mot, quand il insulte les Juifs, il insulte les sionistes. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a clairement une importation là. C'est en fait un miroir de l'importation du conflit israélo-palestinien dans ce café de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On est là-dedans. C'est une évidence, absolument. Voilà. Ça, absolument. Et c'est de l'importation du conflit israélo-palestinien dans des conditions inacceptables. Et ce sont juste si vous me permettez cette précision, dans les mots qui sont employés, la violence est importante. C'est-à-dire que c'est à la fois traité de sale juif, de sale sioniste avec les mots qui ne sont pas ceux-là, mais ceux qu'on a vus tout à l'heure. Et cet homme a également posé une question qui est importante en lien avec ce que vous dites sur l'importation. Il a demandé à ma cliente, vous êtes juive ou vous êtes sioniste? Et elle y a répondu, monsieur, je suis les deux. Et c'est là que sa violence a redoublé, comme si, quand il traite de sale sioniste ou sioniste de M, ça n'est pas la même chose que de dire à quelqu'un sale juif. On reste avec vous, Corinne Serfaty Chetri. Je rappelle que vous êtes l'avocate de cette victime d'une agression sans doute antisémite ce mardi à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle près de Paris. On marque une courte page de publicité, la réaction de nos débatteurs sur le plateau et nous on se retrouve tout de suite. Et Corinne Serfaty Chetri est aussi l'avocate, vous le disiez fort justement Marilyn, de cette victime, cette femme victime d'une agression antisémite, j'ose le dire, et je ne prends pas les précautions d'usage, ce mardi donc du côté de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport que tout le monde connaît. Alors
C'est vrai que l'aéroport, maître, a condamné ce qu'il s'est passé par un communiqué. Je ne veux pas brocarder l'aéroport de Paris, la société ADP, comme on dit, parce que j'imagine que c'est très compliqué. Il y a 90 000 salariés dans cet aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est le plus grand de France, l'un des plus grands d'Europe. Il y a également Orly, où c'est un peu moins grand, mais tout aussi peuplé au niveau salarié. Vous aimeriez une réaction plus ferme de la part de la société ADP ou pas du tout, maître Serfaty Chetri? Bien sûr, et vous avez raison de poser cette question. On n'ignore pas, et donc l'ADP et l'aéroport ne doivent pas ignorer non plus que ce n'est pas le premier acte antisémite qui se passe à l'aéroport. On est en présence maintenant de multiples actes antisémites, et notamment depuis le 7 octobre, qui ne cessent d'augmenter, tant en nombre qu'en gravité des faits. Donc moi, le communiqué qui a été fait par l'ADP, je le trouve à minima et totalement insuffisant. Ce que je voudrais de la part de l'ADP, parce que c'est un acte de trop, cet acte est un acte antisémite de trop, ce sont des réponses concrètes. Qu'est-ce que vous faites en ayant connaissance d'actes antisémites commis dans votre aéroport? Quand on a dit ça, maître Serfaty Chetri, quand on a dit ça, qu'est-ce qui est en notre pouvoir très concrètement quand on s'appelle ADP pour éviter qu'il y ait ce type d'incident qui se reproduise? C'est très compliqué quand même, très franchement, Madame Serfaty Chetri. Comment on fait? Alors, je comprends votre question. Cela étant, l'ADP, c'est un employeur, et ces personnes qui commettent des actes antisémites ont un employeur. L'employeur, d'abord, il doit savoir qui recrute. Je rappelle quand même qu'un aéroport, c'est un lieu où la sécurité doit être maximale. Vous imaginez les milliers de personnes qui transitent par un aéroport chaque jour, ce sont des bombes s'il n'y a pas de sécurité assurée. Et vous dites, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais il y a des avions qui vont et qui viennent depuis l'Israël tous les jours. Je ne voudrais pas qu'il y ait un drame. Est-ce que selon vous, alors sans faire dans le dramatique, mais très concrètement, est-ce qu'il est possible qu'on franchisse un jour ce stade au point où on en est, et vous parliez de l'importation du conflit chez nous? Mais bien évidemment, d'où la responsabilité extrêmement importante de l'aéroport. Pour compléter par rapport à votre question, c'est un employeur qui a une responsabilité avec une obligation de sécurité qu'on appelle en droit une obligation de sécurité résultat. C'est-à-dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité. Et concrètement, ça peut être quoi? D'abord, savoir qui on recrute quand même. N'importe quel employeur se doit de vérifier qui il recrute. Bon, merci. Et il y a déjà cet élément, et puis encore une fois, mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité, c'est quelque chose de totalement possible pour l'aéroport. Bon, et nous reprendrons de vos nouvelles et des nouvelles de votre cliente, évidemment, parce que cela ne va pas rester lettre morte, ce qu'il s'est passé donc ce mardi à Roissy-Charles de Gaulle. Merci infiniment d'avoir été avec nous, maître Corinne Serfaty Chetri. Alors, Gabriel Cluzel, Raphaël Steinville, c'est vrai que ce n'est pas du tout la première fois qu'il y a donc cette situation et des cas d'antisémitisme à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Alors, bon, je ne veux surtout pas stigmatiser la direction aéroport de Paris, Raphaël Steinville, mais les faits sont têtus, les faits sont là, et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un enfant a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-nous les faits, peut-être, Raphaël Steinville. Il était accompagné de ses parents, je crois, et qui s'étaient absentés ou il s'était éloigné de quelques mètres, et des individus, parce qu'il portait la kippa, l'avaient humilié, le forçant à danser. Danse cochon, exactement. Tu vas libérer la Palestine, sinon je t'arrache ton chapeau. C'est ce qu'on a dit à un enfant. Exactement. Un enfant. Une plainte avait été déposée, bien évidemment. Alors il y a une dimension arabo-musulmane qui est indéniable, malheureusement, dans ce nouvel antisémitisme qui s'enracine et se développe, on le voit, et notamment dans un certain nombre de lieux comme l'aéroport de Roissy. C'est d'autant plus vrai, malheureusement, que le bassin d'emploi qui fait que ADP, ses prestataires, vient recruter principalement, ou en tout cas de manière préférentielle, dans ces banlieues qui, pour certaines, ont déjà basculé dans un islamisme et un séparatisme de plus en plus marqué et évident. Ce qui est inquiétant, c'est que je ne suis pas sûr que
il y ait davantage d'antisémitisme ou qu'il y ait une explosion du nombre d'antisémitisme. C'est décomplexé aujourd'hui. En revanche, dans un certain nombre de lieux, parce qu'ils se sentent suffisamment nombreux, suffisamment en nombre. En entre-soi également. Dans un entre-soi, il y a effectivement, comme vous l'avez pu le souligner, une sorte de décomplexion à afficher comme un fait de gloire, là où ça devrait être une honte absolue. Pénalement, on le rappelle, répréhensible, ça devient quasiment quelque chose qui devient cool. C'est ça qui est terrible, c'est l'antisémitisme aujourd'hui dans un certain nombre de territoires et tendance. Gabriel Cluzel. Oui, écoutez, on se souvient que Philippe de Villiers avait écrit un livre en 2006 qui s'appelait Les mosquées de Roissy. Oui. À l'époque, il avait été brocardé comme jamais, vilipendé. Il en parlait encore récemment. C'est vrai qu'il y a des salles de prière là-bas. C'était sous-titré Nouvelle révélation sur l'islamisation en France, Albert Michel. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à double titre. Déjà, il y a la réaction quand même des aéroports de Paris qui est très minimale. On a l'impression qu'ils cochent la case. J'ai souvenir ils communiquent pour dire qu'ils ont communiqué et ensuite, on a fait le job. De sociétés qui, pour des salariés qui avaient fait des blackface dans le privé, qui les avaient virés à grand fracas. Donc là, on reste quand même dans la réaction minimale. Et pareil, par ailleurs, madame avocate a infiniment raison. S'il y a un lieu qui doit être sécurisé, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de 11 septembre, pas eu de 7 octobre. C'est vraiment celui des aéroports. On nous fait arriver 2 heures à l'avance. C'est devenu une usine à gaz. On se met carrément quasiment caleçon, enfin, on fait enlever nos chaussures. On nous embête, parce qu'on a une ceinture qui sonne au portique. Un petit récipient pour, je sais pas, du parfum. Et on laisse faire les agissements comme ça. Mais la première... Dans quel monde vit-on, messieurs, dames ? Dans quel monde vit-on ? Voilà, la première mesure de sécurité devrait être de vérifier le pédigré. Évidemment. De faire en sorte que les salariés ne soient pas, évidemment, des dangers par eux-mêmes. Donc, c'est proprement choquant. Moi, je vais vous dire, j'ai pas envie de monter Gabriel Cluzel, je vous le dis. Si je vais demain en Israël et que, je ne sais pas, alors, l'un des aiguilleurs du ciel... Ou l'un des bagagistes. Ou l'un des bagagistes, effectivement, l'un des bagagistes. Mais vous avez totalement raison. L'un des bagagistes, pas besoin d'être pilote. Si je sais que l'un des bagagistes est comme ces gens-là qu'on voit sur la vidéo, vous n'êtes pas, vous sentez pas en sécurité. Évidemment, évidemment. Raphaël Steinville. Si je peux me permettre, souvenez-vous, pendant juste avant les Jeux Olympiques, l'État, le ministère de l'Intérieur avait décidé de passer au screener plus d'1 million de personnes, notamment tous les bénévoles qui devaient participer à ces Jeux Olympiques. Il serait légitime que ce même travail de screenage des profils de tous les employés d'ADP soit... Alors j'imagine qu'il l'ait fait. Mais il faut pousser un peu plus. ADP, sait-il combien de fichiers S il a parmi ses employés? Je n'en suis pas sûr. Non, je pense pas. Et donc malheureusement, cette question de la radicalisation de certains de ses employés ou parmi ses prestataires, elle est cruciale. C'est un enjeu vital. Je suis navré, mais on se retrouve juste après. Gabriel Cluzel, c'est passionnant ce que vous allez nous dire. Je suis convaincu de ça. Mais on doit marquer une courte page de réclame et puis juste après, on retrouvera Pierre Vesque pour le journal permanent. À tout de suite sur Europe 1. Et puis on reviendra également. J'aimerais vous faire réagir, messieurs, dames, sur cette sortie quand même de Carlos Martens Bilongo qui provoque l'indignation chez une partie de la classe politique. La pauvreté intellectuelle des gens du Nord explique leur racisme. Je referme les guillemets. On en parlera dans un instant sur Europe 1. Et là, je m'adresse à mes 2 chroniqueurs présents avec moi en plateau. Ce qu'il s'est passé à Roissy cette semaine, finalement, nous dit beaucoup de choses sur les raisons qui poussent de plus en plus. Et là, je vous renvoie à une étude du ministère israélien de l'immigration et de l'intégration. De plus en plus de personnes de confession juive originaires de France à arriver en Israël et donc à partir de France parce que tout est dit avec cette histoire à Roissy de mardi dernier et ce qu'on disait par rapport à cet enfant qui a été très concrètement humilié. Oui, merci Gabriel, par un homme il y a quelques jours à Roissy. Tout cela, c'est un contexte, tout cela en dit long et tout cela explique cette augmentation de 45% des Français d'origine juive qui vont donc effectivement désormais vivre en Israël. Et j'aimerais qu'on évoque et qu'on invite à ce sujet Françoise, auditrice qui nous appelle de Paris. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer les hostilités avec certains,
concernant l'antisémitisme, je ne suis pas tendre. Je voulais d'abord vous souhaiter une excellente année. Joyeuse année, Françoise. Merci infiniment. Bonne année. Et à votre fabuleuse équipe d'Europe 1 et de CNews. Merci, voilà. Vous êtes en amour, Françoise. Merci infiniment. Ah oui. Ah oui, puis voilà. Donc maintenant, allez-y, je vous laisse. Bon, alors Françoise, moi, vous savez, et Antoine Fenech, mon programmateur dans l'émission, m'a parlé de votre cas, si je peux me permettre, parce que vous êtes en colère, Françoise, vous êtes de confession juive. Et vous le dites, aujourd'hui, en France, en Île-de-France, parce que c'est là où vous vivez en fait dans la peur au quotidien. Alors, oui, moi je vis à Paris, donc c'est pareil. Moi, j'ai pas peur, individuellement, il en faudra beaucoup pour me faire peur. J'ai 66 ans, je suis française et je compte bien rester en France. Voilà. Ça va peut-être chagriner certains, mais moi je reste en France. Certains, pardon, Françoise, certains, dites-nous en plus. Certains, oui. Oh bah écoutez, vous voulez que je fasse une énumération de ceux qui actuellement mettent de l'huile sur le feu et font que l'antisémitisme, c'est devenu banal, c'est devenu normal. On peut être antisémite tranquillement à une terrasse à Roissy et insulter les juifs. Avant, au moins, les antisémites, ils se cachaient. Ben maintenant, ils ne se cachent plus. C'est un honneur d'être antisémite. Alors, un pays comme celui-là, comme la France, je trouve ça malheureux. Qui sont les antisémites aujourd'hui, Françoise? Alors, vous aviez l'air de vouloir le dire. L'extrême gauche et la gauche. Parce qu'il n'y a pas maintenant, c'est fini. La pseudo-gauche républicaine, on ne me la fera plus. Bon. Ils ont suivi Raphaël Glucksmann, quand même. Il y a une gauche respectable, un peu plus que l'autre, Françoise. Non, vous n'êtes pas d'accord. Raphaël Glucksmann, il s'est vendu pour un plat de lentilles, comme les autres. Bon. Alors, je ferme la parenthèse, mais en tout cas... Quand on s'associe à un parti antisémite, comme LFI, passionnément antisémite, comme dirait M. Enthoven, on a le droit de le dire maintenant. On n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. D'accord? Et y compris certains membres du gouvernement qui se sont aussi associés à LFI indirectement en se désistant pour eux. Alors, voilà, je ne pardonne pas. Bon, je vous sens extrêmement en colère, Françoise. Merci infiniment. Mais alors, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez tous vos compatriotes qui choisissent de quitter la France, vu le climat et ce qu'on a décrit durant cette émission à Roissy? Mais bien sûr que je les comprends. Mais moi, si j'avais eu 20 ans aujourd'hui ou 30 ans avec des enfants en bas âge qui seraient susceptibles d'aller à l'école en France... Mais évidemment que je serais partie. Je vais vous raconter, vous savez, Françoise, je vais vous raconter une anecdote. L'un de mes meilleurs amis est de confession juive. Lorsqu'il monte dans un taxi, un Uber, un VTC, avec ses enfants, mon ami a un nom à consonance juive, effectivement, ses enfants également. Lorsqu'ils montent dans un VTC, Uber, ils choisissent d'enlever leur kippa et surtout, le pire est à venir, Françoise. Mon ami demande à ses enfants de ne pas dire comment ils s'appellent, quel est leur prénom, parce que ce sont des prénoms, effectivement, qui sont très connotés. Voilà où on en est aujourd'hui en France, Françoise. Et ça ne vous étonne pas, j'imagine? Alors, comment mais non seulement ça ne m'étonne pas, mais je l'ai vécu moi-même avec ma maman. Ma maman, elle a 80 ans. Je suis obligée de lui dire, quand je l'emmène quelque part en VTC, de lui dire, maman, surtout, je t'en prie, tais-toi, ne dis rien, ne parle pas de la situation actuelle, ne dis pas que tu es juive, cache ta Magen David. Voilà. Vous comprenez où on en est maintenant? Je comprends parfaitement. Et vous comprenez pourquoi on est en colère? Pourquoi moi je suis en colère? Mais que fait ce gouvernement? Que fait la justice en ce moment? Est-ce qu'on va sanctionner ces personnes de Roissy, ces agents
antisémites, est-ce qu'ils vont être sanctionnés? Est-ce qu'ils vont être licenciés, pour l'exemple? Là est la question, Françoise. Merci infiniment, je vous libère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Françoise. Bon courage à vous. Permettez-moi de vous renouveler mes vœux pour la nouvelle année. Vous êtes adorable, Françoise. Et merci pour tous vos gentils messages à l'endroit de toute l'équipe d'Europe 1. Ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Vous les méritez. Vous êtes adorable, Françoise. Je me permets de vous faire plein de gros bisous à vous également. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Merci, Françoise. Merci. Allez, à bientôt, Françoise. Bon, témoignage sans équivoque, témoignage éloquent de la part de Françoise, qui, moi, ne m'étonne pas, Gabrielle Cluzel. J'en suis désolé. J'appellerais la colère de Françoise une sainte colère. Parce qu'en réalité, il y a de quoi sortir, franchement, de ses gonds. Et elle a infiniment raison, la tartufferie du Front républicain. Et vous savez, il y en a beaucoup à gauche qui ont dit Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Je demande à voir, quand je vois le peu de réactions. Il y a eu un festival de déclarations scandaleuses de la France insoumise. Vous avez entendu beaucoup les socialistes là? Pas du tout. Je sais pas, ils avaient un menhir à livrer, ils n'étaient pas là. Ils étaient fatigués par Noël, sans doute, les festivités. Non, mais c'est fou. C'est vrai qu'aujourd'hui... ils avaient piscine, sans doute. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez terrifiant. Mais je vais vous dire, même sans être de confession juive, moi je suis catholique, je le perçois, cet antisémitisme, parce que une fois j'ai défendu Chanilouk, Gabrielle, j'ai reçu des les messages. catholiques filent également un mauvais coton, et je ne serais pas étonné que dans 10 ans en France, ce soit la même chose, qu'il y ait autant d'actes antichrétiens, parce qu'on a un peu commencé. On a un peu commencé. Antichrétiens, ne nous trompons pas. Mais on m'a accusé d'être sioniste parce que j'avais... Vous vous souvenez de cette jeune fille qui s'appelle Chanilouk, israélo-allemande, qui avait été massacrée le 7 octobre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors on m'a accusé d'être sioniste. Récemment, j'ai défendu, je ne vois pas le rapport d'ailleurs, les chrétiens de Kabylie. On m'a dit aussi que j'ai reçu des messages dans ce sens-là. Donc je me dis, c'est une réalité que nous touchons du doigt. C'est complètement fou. Et moi, je comprends, et là encore, je parle en tant que mère de famille, que certains se disent, il faut quitter la France. C'est horrible. Mais quelle honte pour la France que ce constat. Dans Raphaël Steinville, oui, effectivement. C'est vrai que pour en revenir à ces alias qui se multiplient, moi je trouve que c'est d'une infinie tristesse que de songer que des Français de confession juive préfèrent aujourd'hui quitter la France pour rejoindre un pays qui, quasiment depuis sa création, est en guerre. C'est vous dire à quel point la détresse qu'ils connaissent, qu'ils vivent au quotidien désormais en France. Et nous ne pouvons rien faire. Et d'une certaine manière, ça introduit une deuxième réflexion, c'est que pour les autres, pour ceux qui n'ont pas un deuxième pays, quel est le refuge pour justement ceux dont vous évoquez, que nous évoquions à l'instant, ces catholiques? Quel est le refuge si la France n'est plus la France? Où iront-ils? Moi, je pense qu'il faut se battre désespérément pour que la France redevienne la France, pour apprendre à aimer à ceux qui, aujourd'hui, ont une détestation de la France, pour qu'ils apprennent à aimer la France, parce que la France doit être aimée. Le problème, c'est que nos politiques aujourd'hui, à gauche notamment, cultivent une détestation de la France. Et justement, on va parler juste après la petite pause que nous allons marquer tous ensemble. Il reste un quart d'heure d'émission. Nous allons évoquer Carlos Martens Bilongo. Ses propos provoquent l'indignation. La pauvreté intellectuelle des gens du Nord explique leur racisme. Alors déjà, je ne savais pas que les gens du Nord étaient racistes. Si ce député du Val d'Oise fait le rapprochement peut-être entre un vote patriote et le racisme, je suis très embêté pour lui. Bon, alors c'était il y a 2 semaines effectivement, mais des extraits de cette interview provoquent toujours l'indignation, parce que, alors il faut le dire, cette interview a été effacée des sites de plateformes comme YouTube notamment, mais certains petits malins, et à raison, ont exhumé certains extraits qui survivent encore sur la toile et dont on peut sentir la teneur. Je vous propose d'entendre les propos de Carlos Martens Bilongo sur, justement, pour moi, et j'ose le dire, la stigmatisation des gens du Nord, comme il dit. Écoutons. Ah oui, parce que déjà le racisme c'est très bête. Il y a eu des ouvrages là-dessus, sur les statistiques par rapport au racisme. C'est dans les territoires où les gens n'ont pas de diplôme. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires, nord de la France, etc.,
des racistes sont en avant. Moi, je ne vais pas laisser ces racistes faire leur petite vie avec leurs milliardaires et insulter les gens à la télé. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on avait plus de gosses qu'eux, comme M. Sterrin se plaint de ça, tant pis pour eux. Si vous devez faire des gosses, ils ont qu'à s'aimer et faire l'amour et faire des enfants. S'ils n'arrivent pas à en faire, tant pis pour eux. Voilà pour cet extrait. Et je précise quand même à toutes fins utiles que c'est lors de cette interview, Gabriel Cluzel et Raphaël Steinville, que ce député a notamment eu des propos abjects à l'endroit de Rachida Dati. Vous savez là, bon, je ne vais pas les rappeler parce que ça n'aurait aucun intérêt et par respect, je ne vais pas le dire. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours pareil, cette gauche dédaigneuse, cette gauche qui prend certaines personnes de haut, et surtout cette gauche, Gabriel Cluzel, qui fait un rapprochement entre un vote patriote, je pense Éric Zemmour ou bien Marine Le Pen, Jordan Bardella, entre un vote patriote, nationaliste, et le racisme. Franchement, on est au-delà de ça aujourd'hui et c'est toujours le même refrain. Le disque commence à être un peu rayé. Mais il y aurait tellement à dire sur cette déclaration. Je pense que M. Bilongo s'est cru seulement écouté de certains. Donc il s'est lâché là. Il s'est lâché. Je rappelle que M. Bilongo, il y avait eu une affaire d'État face à Grégoire de Fournas. Vous vous souvenez, on s'en souvient très bien. C'est ça qu'il avait fait connaître. Exactement. En fait, Mais là, il ne se passe rien. Mais tous ces propos sont absolument scandaleux. Il suffit d'inverser, de se dire, mais si prenons un député du RN ou du DLR qui dirait on est plus intelligent, on a plus d'enfants qu'eux, on est plus résilient, ou que la phrase faisait partie de l'extrait, ou disait telle région, oh ils sont crétins, ils sont pas éduqués, ils ont un niveau de diplôme nul, c'est pour ça qu'ils votent à gauche. Si on parlait de la Seine-Saint-Denis par exemple, imaginez le tollé, ce serait un tollé, volé de bois vert. Mais les ch'tis, on peut tout dire sur eux. Ceux-là, on ne craint pas de les stigmatiser. Je rappelle quand même que c'était là-bas beaucoup du monde ouvrier. On se souvient des corons. La sidérurgie, évidemment, les mines. C'est éminemment emblématique de la façon dont la gauche a laissé par mépris ces classes ouvrières qui maintenant votent RN majoritairement, de fait. Mais pour se replier sur un électorat de substitution qui se trouve être issu de l'immigration, et qu'aujourd'hui ils essaient de draguer. C'est la définition du clientélisme. Outrageusement. Mais dire que les gens qui votent RN, parce qu'on voit le raccourci de fait, sont racistes, c'est dire que 11 millions de Français sont racistes. Si on en croit les sondages, ça va même au-delà. Donc, moi, je suis très surprise que Mme Braun-Pivet reste muette. Je suis très surprise que ses collègues de l'Assemblée ne se désolidarisent pas. Je suis très surprise de ce privilège rouge, comme dirait notre ami Goldnadel, parce que ses propos sont objectivement scandaleux. Raphaël Steinville, peut-être sur ce privilège rouge, on a l'impression que quand on s'appelle LFI, qu'on s'appelle Carlos Martens Bilongo, on a un totem d'immunité et qu'on peut tout dire, surtout quand on évoque les Français blancs en fait, et en plus qui habitent dans le Nord. Oui, mais c'est vrai, pour prolonger ce silence d'un certain nombre de politiques, moi j'étais persuadé que, à l'occasion de ces vœux, le chef de l'État, garant de nos institutions, allait peut-être mettre fin à cette folle récréation où nombre de députés de la France insoumise racialisent le discours, assument finalement la racialité comme un axe de leur stratégie politique, avec des mots qui sont absolument confondants et odieux. Et non, il n'y a rien eu. En fait, c'est là où je pense qu'on est arrivé à un point de bascule. C'est que dans un certain nombre de ces territoires en France, ils se sentent tellement nombreux qu'ils assument ouvertement ces discours quasiment de haine et de séparatisme, parce que voilà, la démographie est devenue la matrice de leur et vous savez, pour moi, cette phrase est profondément raciste. Moi, je vous le dis, Raphaël Steinville, cette phrase de Carlos Martens Bilongo est profondément raciste. Mais on ne va jamais le dire. On ne va jamais le dire. Et c'est un député. Et c'est un député. Voilà. J'aimerais qu'on accueille Philippe, 65 ans, à Tours. C'est un auditeur qui a composé le 01 80 20 39 21. Bonjour Philippe. Vous êtes, je crois, scandalisé par ces propos. Ah bah écoutez, bonjour à vous. C'est invraisemblable. Jamais on a entendu des propos pareils, quoi. Et alors, si vous voulez, en miroir, moi je voyais
comment dire, à l'occasion du décès de Brigitte Bardot, voir quelle avait été, sa liberté, mais on est revenu 200 ans en arrière. C'est invraisemblable. Et M. Bilongo, mais il parle des femmes, mais je ne sais pas s'il parle des femmes comme ça dans sa famille. Là, vous parlez des propos sur Rachida Dati. Évidemment, c'est invraisemblable. J'espère que la prochaine fois qu'il la verra, il l'appellera pas ma sœur. Alors, je tiens quand même à dire, par honnêteté et transparence, qu'il s'est excusé sur ses propos concernant Rachida Dati. Mais tout de pas même. Sur le reste, mais pas sur le reste, effectivement, Gabriel Cluzel. Non, mais j'ai lu ces excuses. Mais attendez, un type qui n'est même pas capable d'assumer ce qu'il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et alors, quand on lit ces excuses, attendez, c'est une espèce de charabia. On n'y comprend absolument rien, quoi. Bon, merci infiniment, vraiment, Philippe, d'avoir été parmi nous. Vous qui nous appelez de la magnifique Indre-et-Loire. Alors vous avez des châteaux, un patrimoine culturel incroyable, et vous avez bien de la chance, mon cher Philippe. J'ai moi-même étudié à Tours au lycée Sainte-Ursule, rue Bernard Palissy. Voilà. C'est bien aimable. Et je me demande si je vous ai pas entreaperçu. C'était il y a 10 ans déjà. Merci infiniment, Philippe. À bientôt. Philippe. Bon, voilà, je referme cette petite parenthèse. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous ce midi pour réagir. Et vous avez, me dit-on, été très nombreux à nous appeler au 01 80 20 39 21. J'aimerais qu'on finisse quand même sur une bonne note parce que vous le savez, ce sont les vacances qui s'achèvent, les vacances de Noël. J'ose le dire, je n'ai pas peur, n'en déplaise. Quelle audace. Quelle audace. Je suis fou. Bon, j'aimerais que nous parlions vacances parce que vous le savez, nous remplaçons, ou en tout cas je remplace avec plusieurs de mes compères, les titulaires habituels au micro. Et parmi ces titulaires habituels que nous retrouverons dans quelques jours à 13h, bon pied, bon oeil sur Europe 1, lundi, il y a Clélie Mathias. Bonjour Clélie. Bonjour Clélie. Bonjour Charles, bonjour Raphaël, bonjour Gabriel, bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1. Bon, c'est un petit peu la tradition, nous vous sortons de vos vacances, vous les stars de l'antenne. Alors, comment, déjà, êtes-vous parti en vacances, Clélie Mathias? Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la ville derrière moi, mais je suis à Naples, en Italie. Ah, vous êtes en Italie? La chance. D'accord, mais depuis quand? Racontez-nous, vous nous faites rêver. Moi, je suis partie juste après Noël, parce qu'il se trouve que mon compagnon est napolitain, et donc on vient toujours passer Noël, enfin, en partie des vacances de Noël, moi aussi j'ose le mot, en famille à Naples. Bon, et alors comment ça se passe les fêtes de fin d'année à Naples? Parce que l'Italie est quand même une terre extrêmement pieuse, extrêmement pratiquante, et j'imagine que dans la rue, il y a une ferveur incroyable. Il y a une ferveur, il y a des crèches partout, surtout à Naples. Vous savez, c'est aussi un peu les... Ouais. Voilà, exactement. Et alors, il n'y a pas de mouvement anticléricaux là-bas qui brocardent les crèches? Non. Non, au contraire, c'est même plutôt, et c'est devenu même une attraction touristique, c'est-à-dire que le 25, le 26, nous on a évité le centre historique de la ville de Naples, et c'est là où il y a la rue des crèches, parce que c'est impossible, mais vraiment impossible de marcher, c'était bondé. Littéralement, c'est passé d'ailleurs sur la RAI, au journal. Oui. Enfin, il y a énormément de monde à Naples, de plus en plus, et notamment cet hiver. Donc voilà, après, ce sont des fêtes italiennes, donc on mange beaucoup, un peu comme en France. Ouais. C'est délicieux, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Mais c'est... il y a une ambiance, il y a quelque chose de très chaleureux. Et vous êtes... Et il a fait un temps magnifique en plus aussi. C'est ce que j'allais vous dire, parce que pendant qu'on se parle, Clélie, je vais voir la météo à Naples, et vous avez quand même 14 degrés à 12h55. Là, et encore aujourd'hui, c'est le premier jour où il a plu un peu, mais sinon on avait 14-15 degrés et surtout un soleil magnifique. Elle va revenir bronzée. Ça, c'est des vraies vacances. Non, jamais bronzée, Gabriel. Des lunettes. Bon, merci infiniment, parce que vous êtes un petit peu notre carte postale, Clélie. Nous qui sommes à Paris, là encore, je sortais des potrons minets. Il fait un froid de canard. Il paraît. Ben oui, c'est terrible. Je ne sais pas si je vais rentrer, en fait. Il va y avoir un petit choc thermique, à mon avis. Oui, je pense que vous devrez vous mouiller la nuque, ma chère Clélie. Vous revenez quand, là, à Paris, ce week-end? Je reviens dimanche, oui. Bon, et on vous retrouve... Je serai à l'antenne lundi avec grand plaisir, parce que moi, 2025, c'est l'année où j'ai rejoint la grande famille Europe 1 et j'en suis très heureuse. Donc c'était une bonne année, et 2026, j'espère que tout continuera ainsi. Et je souhaite à vous tous et à tous les auditeurs d'Europe 1 une excellente année 2026. Et on vous retrouvera avec plaisir dès lundi,
13h, de 13 à 14h, avec toute votre équipe, Brigitte Millot notamment, qu'on adore. Merci infiniment de nous avoir fait modestement, mais voyager tout de même, Clélie Mathias. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bon après-midi. Et je vais vous quitter, messieurs. Monsieur Stainville, Madame Cluzel, merci infiniment d'avoir été parmi nous. Vous appelez comme mon fils, un de mes fils. Donc, vous l'avez appelé Charles. C'est un très beau prénom. Merci, ça me touche beaucoup, effectivement. Classique, voilà.